La ville de Paris s'éveillait sous un ciel gris qui semblait refléter le poids de ce moment. Il était 7h53 du matin lorsque Robert Dubois gara sa berline noire devant la boulangerie Saint-Benoît, au cœur de l'avenue des Champs-Élysées. Ses mains tremblaient en coupant le moteur, non pas à cause du froid de ce matin de juin, mais à cause de ce qu'il s'apprêtait à faire. Dans la serviette en cuir usée à côté de lui, des documents qui pesaient plus que du plomb attendaient une seule signature. Sa signature, celle qui décréterait la fin de tout. Robert sortit de la voiture avec la lenteur de celui qui marche vers son propre sacrifice. Il portait un costume bleu marine qui ne lui allait plus aussi bien qu'avant, reflet des mois d'insomnie et de repas oubliés. À 52 ans, cet homme qui avait un jour dirigé des centaines d'employés et érigé des immeubles qui touchèrent le ciel parisien, portait maintenant sur ses épaules le poids de la défaite. Ses yeux cernés trahissaient les nuits blanches, à calculer et recalculer des chiffres qui ne tombaient jamais justes, à chercher des issues dans des labyrinthes sans porte. La boulangerie connaissait l'effervescence matinale que Robert connaissait bien. C'était là que, des années auparavant, il avait célébré la signature du plus grand contrat de son entreprise de BTP. Là où il avait trinqué avec du champagne bon marché et des croissants chauds, le jour où il avait remporté un appel d'offres pour la construction de 3 écoles communales en banlieue Est. Ce lieu avait été le témoin de ses victoires et serait maintenant le théâtre de sa reddition finale. Il y avait là une ironie cruelle qui ne lui échappait pas. En entrant, l'arôme du café frais et du pain tout juste sorti du four envahit ses narines. L'endroit était rempli de gens pressés prenant leur petit déjeuner avant le travail. Des cadres en cravate, des étudiants au sac à dos lourd, des retraités savourant leur premier café de la journée. La vie suivait son cours normal pour tous ceux qui n'étaient pas sur le point de signer leur propre ruine. Robert chercha la table du fond, la même qu'il occupait toujours. C'était un coin plus discret, loin du brouhaha du comptoir, où il pourrait avoir l'intimité nécessaire pour ce qui allait suivre. Il s'assit lourdement sur la chaise en bois qui grinça sous son poids. Il ouvrit sa serviette avec des mouvements mécaniques et étala les documents sur la table en formica. Contrat, bilan, reconnaissance de dette, notification bancaire, chaque papier était une sentence, chaque chiffre une condamnation. Dubois, BTP, fondé il y a 28 ans avec seulement 2 mains calleuses et un rêve démesuré, était sur le point de cesser d'exister. Et avec elle, mourrait aussi une partie de Robert qu'il ne savait pas comment récupérer. Son téléphone vibra. Une notification de prélèvement automatique. Robert y jeta à peine un œil. Il n'y avait plus de messages d'amis, plus d'appels de la direction qu'il avait lui-même constituée et qu'il avait abandonnée ces derniers mois. Son directeur financier avait démissionné 3 mois plus tôt, prétextant que le navire coulait et qu'il avait une famille à nourrir. Son assistante, qui était à ses côtés depuis 15 ans, avait pleuré en lui remettant sa lettre de démission, disant qu'elle ne supportait plus de voir l'entreprise s'effondrer. Un par un, tous étaient partis. Et Robert ne leur en voulait pas. Lui-même, s'il le pouvait, se fuirait. Le serveur passa en coup de vent, et Robert commanda un express sans lever les yeux. Son esprit était prisonnier d'une boucle infinie de souvenirs et de regrets. Il se souvint du jour où il avait acheté ce premier terrain en périphérie, où il avait embauché ses premiers ouvriers, où sa femme Marianne croyait encore en lui. Marianne. La pensée d'elle provoqua une douleur aiguë dans sa poitrine. Elle l'avait quitté 6 mois plus tôt, emmenant Isabelle, leur fille unique de 14 ans à peine. Leur dernière conversation avait été une accusation froide et précise. « Tu as choisi cette entreprise plutôt que nous, Robert. Tu as choisi les chiffres plutôt que les câlins, les réunions plutôt que les dîners, en famille. Je ne reconnais plus l'homme que j'ai épousé. » Elle avait raison, Robert le savait. Même maintenant, sur le point de tout perdre, la culpabilité qu'il ressentait n'était pas seulement due à la faillite de l'entreprise, mais au vide qu'il avait créé dans son propre foyer. Isabelle lui parlait à peine. Ses appels tombaient sur la messagerie vocale. Ses messages restaient sans réponse. Il était devenu un étranger pour sa propre fille, et cette douleur était plus profonde que n'importe quelle perte financière. Le café arriva, fumant et amer comme l'instant présent. Robert en but une gorgée sans en sentir le goût. Il regarda la montre à son poignet, un cadeau de Marianne pour son 40e anniversaire. 8h07. Son avocat,
Maître Henri Chevalier, arriverait dans quelques minutes. Il avait été clair au téléphone la veille, sa voix professionnelle et distante ne laissait aucune place à l'espoir. Les chiffres ne mentent pas, Robert. La dette est insoutenable. 3 banques différentes, des créanciers qui font la queue, des fournisseurs qui nous attaquent en justice. Le dépôt de bilan est la seule issue viable. Vous devez protéger ce qu'il reste de votre patrimoine personnel. Robert prit le stylo, un Mont Blanc qu'il avait reçu le jour de l'inauguration de l'entreprise. Combien de signatures ce stylo avait-il apposé sur des contrats victorieux? Combien de chèques de paie? Combien d'ordres de début de travaux? Maintenant, il servirait à décréter la fin. Ses mains tremblèrent à nouveau. Ce n'était pas vraiment de la peur, c'était pire. C'était la résignation de celui qui a déjà renoncé à se battre, de celui qui accepte la défaite comme inévitable. C'était le goût amer de la reddition. La boulangerie continuait à son rythme. Un enfant rit bruyamment au comptoir. La radio passait une chanson à la mode que Robert ne parvenait pas à identifier. La vie suivait son cours pour tous, indifférente au drame personnel qui se jouait à cette table du fond. Robert pensa à quel point c'était étrange. Comment le monde pouvait-il continuer à tourner alors que le sien implosait? Comment les gens pouvaient-ils sourire, commander du pain, se plaindre des embouteillages, alors que lui était là, sur le point de signer l'acte de décès de ses rêves? Il feuilleta les documents une fois de plus, bien qu'il en connaisse déjà par cœur chaque ligne, chaque clause. Un passif de 12 millions d'euros. Des actifs insuffisants pour en couvrir la moitié. Des projections futures décourageantes. Pas de nouveaux contrats à l'horizon. Des concurrents plus agiles et mieux capitalisés qui raflaient déjà les quelques projets disponibles sur le marché. Dubois BTP n'était sur le papier qu'un cadavre financier. Il ne manquait plus que l'enterrement officiel. Une larme solitaire coula sur la joue de Robert, le surprenant. Il n'avait pas pleuré depuis des mois. Il pensait ne plus avoir de larmes, que son âme s'était asséchée en même temps que ses espoirs. Mais elle était là, une unique larme. Tenace qu'il essuya rapidement du revers de la main, regardant autour de lui pour s'assurer que personne n'avait vu. Il ne pouvait pas se permettre cette faiblesse, pas là, pas maintenant. Il devait garder contenance jusqu'à la fin, même si la fin signifiait la destruction de tout ce pour quoi il s'était battu. La clochette de la porte tinta, et Robert leva instinctivement les yeux. Ce n'était pas Maître Chevalier, juste un autre client entrant pour son café matinal. Robert reporta son regard sur les documents. La dernière page était déjà marquée d'une étiquette jaune où il devait signer. En main. Dessous, les paraphes de 2 témoins figuraient déjà. Tout était prêt pour le dénouement. Tout était préparé pour la fin. Il lui suffisait de prendre ce stylo, de le poser sur le papier et de griffonner son nom. Robert Dubois. 2 mots qui signifiaient l'abandon. 2 mots qui mettraient fin à une époque. Il ferma les yeux un instant, essayant de trouver la force. Il pensa à tous les travailleurs qu'il avait employés au fil des ans. Des centaines de familles qui avaient dépendu de ses contrats pour mettre à manger sur la table. Maçons, manœuvres, ingénieurs, architectes, secrétaires, tous étaient passés par Dubois BTP et avaient emporté avec eux non seulement des salaires, mais des rêves réalisés. Combien de maisons avaient été achetées avec l'argent versé par l'entreprise? Combien d'enfants avaient été envoyés à l'université? Combien de mariages avaient été célébrés grâce à la stabilité qu'il offrait? Et maintenant, tout cela allait prendre fin. Il n'y aurait plus de chantier, plus d'emplois créés, plus la fierté de voir un immeuble inauguré avec la plaque Dubois BTP à l'entrée. Ce serait comme si 28 ans de dur labeur s'évaporaient simplement, ne laissant que des dettes et des souvenirs amers. Robert sentit le poids de cette responsabilité lui écraser la poitrine. Ce n'était pas seulement son échec, c'était l'échec de tous ceux qui lui avaient fait confiance, de tous ceux qui avaient cru au projet qu'il avait vendu avec tant de conviction. La porte tinta de nouveau. Cette fois, Robert ne regarda pas. Il était trop plongé dans ses pensées, dans ses regrets. Il continua de fixer les documents comme s'ils pouvaient, par magie, changer de contenu. Comme si les chiffres pouvaient se réorganiser et présenter une solution miracle que tous les auditeurs, comptables et avocats n'avaient pas réussi à trouver. Mais les chiffres restaient inchangés, froids et implacables dans leur vérité brutale. 8h15. Maître Chevalier était en retard, ce qui était inhabituel pour lui.
Robert profita de ce temps supplémentaire pour une nouvelle revue mentale de tout ce qui avait mal tourné. La crise économique qui avait contracté le marché de la construction, les investissements mal calculés dans des terrains qui s'étaient dévalorisés, la confiance excessive dans des contrats qui ne s'étaient pas concrétisés, le départ du directeur financier qui avait laissé l'entreprise sans un pilotage adéquat des comptes. Chaque erreur, chaque décision mal avisée défilait dans son esprit comme un film d'horreur dont il était à la fois le protagoniste et la victime. Robert reprit le stylo. Il approcha la pointe du papier. Ses doigts serrèrent le corps métallique avec force, se préparant pour le mouvement final. Il suffisait de signer et de mettre fin à cette agonie. Il suffisait de griffonner son nom et de commencer à accepter la nouvelle réalité. Une réalité sans l'entreprise, sans le but qui définissait qui il était. Robert Dubois sans Dubois BTP, qui serait-il alors? Juste un homme d'âge mûr en faillite, divorcé et seul. Juste un de plus qui avait essayé et échoué. Le stylo était à quelques millimètres du papier quand une voix douce interrompit le silence personnel de Robert. « Excusez-moi, monsieur, je peux vous resservir un café ?» Robert leva les yeux, irrité par l'interruption. C'était une jeune serveuse, elle devait avoir une vingtaine d'années, les cheveux bruns attachés en un chignon désordonné et un tablier blanc taché de farine. Elle tenait un thermos de café et arborait un sourire aimable qui contrastait avec la dureté du moment. Robert faillit la congédier d'un geste brusque, mais quelque chose dans ses yeux le fit hésiter. Il y avait là une intelligence, une présence qui semblait déplacée dans cet uniforme simple. « Non, merci, ça ira », répondit sèchement Robert, reportant son regard sur les documents. Mais la serveuse ne bougea pas. Elle resta là, debout à côté de la table, le thermos à la main, jetant un œil discret aux papiers étalés. « Pardonnez mon indiscrétion, monsieur, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ces documents quand j'ai nettoyé la table tout à l'heure. » Sa voix avait une fermeté qui surprit Robert. « Vous êtes sur le point de signer une déclaration de faillite, n'est-ce pas ?» Robert sentit une vague d'indignation lui monter à la gorge. Pour qui se prenait cette fille pour commenter ses affaires personnelles? Il ouvrit la bouche pour la remettre à sa place, pour lui dire que cela ne la regardait pas. Mais elle le devança. « Je sais que ça ne me regarde pas, dit-elle, comme si elle lisait dans ses pensées. Mais avant de travailler ici, j'étais analyste financière. Et quand je suis passé tout à l'heure pour nettoyer les tables, j'ai vu quelques chiffres sur ces documents. » Sa voix baissa d'un ton, devenant presque conspiratrice. « Monsieur, avec tout mon respect, je crois que vous êtes en train de commettre une très grave erreur. » Robert cligna des yeux, confus. Une serveuse de boulangerie qui avait été analyste financière, cela semblait absurde, presque insultant. Il la regarda avec scepticisme, remarquant les taches de farine sur son tablier, ses ongles sans vernis, ses chaussures usées. C'était cette personne qui prétendait le conseiller sur des questions financières complexes. C'était presque comique si ce n'était tragique. « Mademoiselle, je vous remercie de votre sollicitude, mais c'est une affaire sérieuse. Il s'agit de 28 ans d'entreprise, de millions de dettes, et 3 des meilleurs cabinets d'avocats et de comptabilité de Paris ont examiné ces documents. Je pense que vous êtes un peu en dehors de votre domaine. » La serveuse ne parut pas offensée. Au contraire, ses yeux brillèrent d'une détermination tranquille. « Je sais que ça peut paraître étrange, monsieur. Je sais l'impression que je dois vous donner en ce moment. Mais donnez-moi 5 minutes, juste 5 minutes avant de signer ça. » Qu'avez-vous à perdre? Robert allait refuser. Il allait la renvoyer et retourner à sa mission de mettre fin à ce cauchemar. Mais quelque chose dans cette voix, dans cette assurance inébranlable, le fit hésiter. Peut-être était-ce le désespoir, peut-être l'intuition, ou peut-être simplement le besoin de retarder l'inévitable de quelques minutes de plus. Il regarda sa montre. 8h22. Maître Chevalier n'était toujours pas arrivé. « 5 minutes, dit Robert, sa voix chargée de résignation et d'incrédulité. « Vous avez 5 minutes. » La serveuse posa le thermos sur une chaise vide et, sans cérémonie, en tira une autre pour s'asseoir à côté de Robert. Il remarqua comment elle se déplaçait avec efficacité, comment ses yeux scannaient déjà les documents à une vitesse impressionnante. Elle prit le premier papier, un bilan comptable, et ses yeux se plissèrent de concentration. « Je m'appelle Julie, » dit-elle sans quitter les documents des yeux. « Julie Martin. J'ai travaillé 5 ans dans la finance, dont 3 en audit d'entreprise de taille moyenne et grande.
J'ai été licenciée et mise sur liste noire après avoir refusé de falsifier des rapports pour couvrir un système de détournement de fonds de mon patron. J'ai atterri ici parce que plus personne ne m'embauche dans le secteur. » Robert sentit un pincement au cœur. Il y avait une honnêteté brutale dans ses mots, une douleur qu'il reconnaissait. C'était la douleur de celui qui a tout perdu pour avoir fait ce qui était juste, de celui qui a été puni pour son intégrité. Il connaissait cette douleur, bien que la sienne vienne de ses propres erreurs et non de ses vertus. Julie continua de feuilleter les documents à une vitesse qui démontrait sa familiarité avec ce type de matériel. Ses doigts glissaient sur les pages, ses yeux captaient les chiffres et les clauses avec la précision de quelqu'un qui avait fait cela des milliers de fois. Robert observait, partagé entre un espoir absurde et un scepticisme protecteur. Comment cette jeune femme servant des cafés dans une boulangerie pouvait-elle voir quelque chose que des équipes entières de professionnels n'avaient pas vu? « Ici », dit soudain Julie, posant son doigt sur un élément spécifique du passif. Cet entrepôt industriel dans l'ouest parisien, 8 millions de dettes. Elle prit rapidement un autre document. Et ici, cet immeuble commercial, également 8 millions. Monsieur, ces deux éléments sont-ils le même bien? Robert fronça les sourcils et rapprocha les papiers. Il lut les descriptions. L'entrepôt sur l'autoroute A13, au kilomètre 23. L'immeuble commercial dans la région ouest, même localisation approximative. Son cœur se mit à battre plus vite. Était-ce possible? C'étaient des financements différents, dit Robert, sa voix commençant à trembler. Quand nous avons restructuré les dettes, nous avons contracté des prêts auprès de différentes banques. L'une l'a traité comme un entrepôt industriel, l'autre comme un immeuble commercial à des fins fiscales différentes. Mais c'est le même endroit. Julie hocha gravement la tête. Alors vous avez ici une duplication de passifs. 8 millions qui n'existent pas. Cette dette est comptée 2 fois. Sa voix était calme, mais ferme. Cela change complètement le tableau de la faillite. Robert eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. 8 millions. Une duplication absurde, trop évidente pour être vraie, et pourtant elle était là, dans les documents officiels, signés par des comptables et des avocats. Comment personne n'avait-il vu ça? Comment lui-même ne l'avait-il pas vu? Son esprit se mit à travailler rapidement, recalculant les chiffres, réorganisant le puzzle financier. Julie ne lui laissa pas le temps de tout assimiler. Elle était déjà sur un autre document, les prévisions de revenus pour l'année en cours. Et ici, monsieur, ces prévisions. Elles sont basées uniquement sur les contrats de l'année précédente, n'est-ce pas? Robert confirma d'un hochement de tête, encore abasourdi par la découverte précédente. Julie pointa une ligne spécifique. Mais qu'en est-il de ce contrat, ici, à la dernière page, presque comme une annexe? Marché public, école communale en banlieue sud, signé il y a 3 mois. 17 millions sur 24 mois. Robert écarquilla les yeux. Ce contrat, il se souvenait vaguement de l'avoir signé, déjà en pleine crise, déjà sans espoir. C'était l'un de ses derniers actes avant de commencer à envisager sérieusement la faillite. Un petit contrat pour les standards, de l'entreprise, mais qui représentait un flux de trésorerie constant pour les 2 prochaines années. Et il était complètement absent des prévisions financières qui justifiaient la demande de dépôt de bilan. Personne n'a inclus ça dans les prévisions, murmura Robert incrédule. L'équipe qui a fait les calculs n'était pas au courant de ce contrat, ou ils ont oublié, ou le document ne leur est pas parvenu. 17 millions de revenus garantis, dit Julie, sa voix gagnant en intensité. Ça ne sauve pas tout, monsieur, mais ça change radicalement la capacité de solvabilité de l'entreprise, avec 8 millions de passifs dupliqués retirés et 17 millions de revenus ajoutés. Vous n'avez pas une faillite inévitable. Vous avez une crise gérable. Robert sentait sa tête tourner. Ces mots « crise gérable » étaient comme de l'oxygène pour un homme qui se noyait. Il regarda Julie avec un mélange de gratitude et d'incrédulité. Comment cette femme, en 5 minutes, était-elle en train de démonter la sentence de son entreprise? Julie ne s'arrêta pas. Elle prit un autre jeu de documents, la liste des actifs. Ici, le matériel lourd. Pelleteuse, grue, bétonnière. Tout est listé comme étant encore en financement, avec des échéances en attente. Elle regarda Robert droit dans les yeux. « Monsieur, quand avez-vous vérifié personnellement le statut de ces financements pour la dernière fois ?» Robert essaya de se souvenir. C'était avant le départ du directeur financier, certainement.
peut-être il y a 6-7 mois. Tout était automatisé, les échéances étaient prélevées directement sur le compte de l'entreprise. Il n'avait jamais remis en question, jamais vérifié. Il avait fait confiance au système, à ses subordonnés, au processus qui avait toujours fonctionné. Julie sortit son téléphone de la poche de son tablier. « Avec votre permission, dit-elle. » Et Robert acquiesça, toujours sous le choc. Elle tapa rapidement, accédant à ce qui semblait être un système public de consultation de registres. « Regardez ici, monsieur. Ces équipements ont été entièrement payés il y a 4 mois. Le dernier directeur financier a tout réglé avant de partir, probablement pour essayer de faire le ménage. Mais l'enregistrement n'a pas été mis à jour dans la comptabilité. Vous déclarez une dette de 3,5 millions d'euros qui n'existe plus. » Robert sentit une vague d'émotion si intense qu'il eut du mal à respirer. La colère d'avoir été négligent, l'espoir de découvrir que la situation n'était pas aussi désespérée qu'elle le paraissait, le soulagement de ne pas avoir encore signé ces documents, et la gratitude, une gratitude profonde et inexplicable pour cette étrangère, apparue de nulle part pour sauver ce qu'il croyait perdu. Julie organisa les documents en piles distinctes, ses mouvements précis et professionnels. « Monsieur Dubois, » dit-elle, et c'était la première fois qu'elle utilisait son nom, bien qu'il ne se souvienne pas de le lui avoir dit. « D'après ce que je vois ici, vous n'avez pas besoin de déposer le bilan. Vous avez besoin d'une sérieuse réorganisation administrative, un audit complet, un plan de restructuration, une négociation avec les créanciers sur la base des chiffres réels. Mais pas ça. » Elle désigna la demande de faillite. Ça, c'est mettre le feu à toute la maison juste parce qu'elle a besoin d'être rénovée. La métaphore frappa Robert de plein fouet. C'était exactement ça. Il était sur le point de tout détruire parce que les chiffres qu'on lui avait présentés peignaient un tableau de destruction inévitable. Mais ces chiffres étaient faux, dangereusement faux. Et lui, dans son épuisement et son désespoir, n'avait pas eu la clarté d'esprit pour questionner, pour vérifier, pour chercher un deuxième avis en dehors du cercle de professionnels qui avaient déjà opté pour la solution de facilité. La clochette de la porte tinta de nouveau, et cette fois, Robert leva instinctivement les yeux. Son estomac se noua. C'était maître Henri Chevalier, son avocat, qui entrait dans la boulangerie avec sa serviette en cuir coûteuse et son costume impeccable. Et à côté de lui, à la surprise totale de Robert, se trouvait Marianne, son ex-femme, vêtue de noir comme si elle était déjà en deuil de l'entreprise, avec une expression de résignation froide sur le visage. Robert sentit son cœur s'emballer en voyant Marianne entrer dans la boulangerie aux côtés de maître Chevalier. Elle ne devrait pas être là. Sa présence n'avait aucun sens à ce moment-là. Ils étaient divorcés depuis des mois, les papiers signés, la séparation des biens déjà réglés. Pourquoi viendrait-elle assister aux funérailles de l'entreprise, à moins qu'il n'y ait autre chose? Maître Chevalier aperçut Robert et lui fit un bref signe de tête, se dirigeant vers la table avec Marianne juste derrière lui. L'avocat avait cette posture professionnelle et distante qu'il gardait toujours, mais il y avait une tension dans ses épaules que Robert reconnut. Marianne évitait de regarder directement son ex-mari, gardant les yeux fixés sur un point indéfini au-dessus de sa tête. Elle avait maigri, nota Robert, et il y avait une tristesse dans ses traits qui n'était auparavant que de la colère. Julie se leva rapidement de sa chaise, ramassant le thermos de café et reculant d'un pas, comme si elle comprenait que sa présence à ce moment-là serait inappropriée. Mais Robert lui attrapa gentiment le bras. « Non, restez, » dit-il à voix basse. « Vous devez être là. »« Bonjour Robert, » salua formellement maître Chevalier en lui tendant la main. « Je vois que vous êtes arrivé tôt. Parfait, nous pouvons régler ça rapidement et vous pourrez commencer à reconstruire votre vie. » Il regarda Julie avec une brève curiosité, mais ne posa pas de questions sur son identité. Marianne regarda enfin Robert, et dans ce regard, il y avait tant de couches d'émotion qu'il dut presque détourner les yeux. Il y avait du ressentiment, de la déception, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. « J'ai pensé que je devais être là, » dit-elle, sa voix plus douce qu'il ne s'y attendait. « Après tout, ce sont aussi 28 ans de nos vies. D'une certaine manière, j'ai senti que je devais te dire adieu en même temps que toi. » Robert déglutit. La présence de Marianne rendait tout plus réel, plus douloureux. Elle avait été témoin de la naissance de cette entreprise, avait été à ses côtés pendant les nuits blanches où il dessinait des projets sur la table de la cuisine,
avait célébré chaque victoire, consolé chaque défaite, jusqu'à ce que les victoires deviennent plus importantes qu'elles, jusqu'à ce que l'entreprise devienne l'amante qui a détruit leur mariage. « Henri, » commença Robert, sa voix sortant plus ferme qu'il ne l'aurait cru. « Avant de signer quoi? Que ce soit, j'ai besoin que vous vérifiez certains points qui ont été soulevés. » Il fit un geste vers les documents organisés par Julie. Cette jeune femme, Julie Martin, ancienne analyste financière, a trouvé de graves incohérences dans les documents. Maître Chevalier haussa un sourcil, son visage affichant un mélange de surprise et de scepticisme professionnel. Des incohérences? Robert, ces documents ont été examinés par 3 comptables différents et 2 cabinets d'avocats. Ils ont été audités par notre équipe. Qu'est-ce qui est remis en question exactement? Julie s'avança, son tablier sale de farine contrastant brutalement avec le costume à 3 000 € de l'avocat. Mais sa voix, quand elle parla, avait une autorité qui transcendait son apparence. « Maître Chevalier, avec tout le respect que je vous dois, il y a une duplication de passifs au point 8.3 concernant l'entrepôt industriel. Le même bien est listé 2 fois sous des classifications différentes, totalisant 16 millions, alors que ce devrait être 8. De plus, les prévisions de revenus ignorent complètement un contrat en vigueur de 17 millions. Et le matériel lourd est considéré comme financé alors qu'il a été entièrement payé il y a 4 mois. Le silence qui suivit fut dense. Maître Chevalier regarda Julie comme si elle venait de parler en mandarin. Marianne fronça les sourcils, confuse mais curieuse. L'avocat prit les documents que Julie avait organisés et commença à les feuilleter, son expression professionnelle commençant à se fissurer sur les bords. « C'est impossible, » murmura-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Une duplication de cette ampleur, notre équipe l'aurait remarqué. Il continua à lire, et Robert vit le moment exact où le doute s'installa dans les yeux de l'avocat. « Attendez, cet entrepôt ici. » Il tira un autre document. « Et cet immeuble. Commercial. Même adresse, même superficie. Mon Dieu. » Marianne s'approcha de la table, sa curiosité l'emportant sur son malaise. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle regarda Robert. De quoi parle-t-elle? Robert sentit une vague de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Marianne, il semble que les documents de la faillite contiennent de graves erreurs. Des erreurs qui changent complètement la situation de l'entreprise. Il regarda Maître Chevalier. Henri, tu vois ce qu'elle dit? Ces chiffres sont faux. Maître Chevalier avait complètement perdu son sang-froid professionnel. Il était maintenant penché sur les documents, tournant les pages frénétiquement, comparant les données, le front plissé de concentration. Robert, je dois vérifier ça de toute urgence. Si ce que cette jeune femme dit est vrai, et d'après les premiers indices, cela semble être le cas, alors cette demande de dépôt de bilan est basée sur des informations incorrectes. Il regarda Julie avec un respect nouveau. Mademoiselle Martin, vous avez de l'expérience en audit? 5 ans, répondit calmement Julie, dont 3 spécifiquement dans les entreprises de BTP. Je connais bien la manière dont les actifs et les passifs sont classés dans ce secteur et les pièges courant dans les restructurations de dettes impliquant plusieurs banques. Marianne regardait de l'un à l'autre, essayant de comprendre ce qui se passait. Alors tu dis que Robert n'a pas besoin de faire faillite, qu'il y a une erreur. Sa voix portait une émotion complexe, comme si elle ne savait pas si elle devait ressentir du soulagement ou de la frustration de s'être préparée émotionnellement à la fin. « Ce n'est pas juste une erreur, Marianne, » dit Robert, sa voix gagnant en force. « Ce sont plusieurs erreurs systématiques qui ont brossé un tableau beaucoup plus sombre que la réalité. L'entreprise est en crise, oui, mais apparemment ce n'est pas une crise terminale. » Maître Chevalier sortit son téléphone et commença à composer des numéros rapidement. « Je vais appeler Frédéric, mon associé spécialisé en redressement judiciaire, et je vais avoir besoin des auditeurs ici immédiatement. Robert ne signe rien pour l'instant, absolument rien. » Il regarda sa montre. « Il est 8h43. Je peux avoir une équipe ici dans 1 heure pour commencer une révision d'urgence. » La boulangerie continuait son agitation normale autour d'eux, complètement inconsciente du drame qui se déroulait à cette table du fond. L'odeur du pain frais se mêlait à la tension dans l'air. Robert regarda Julie, qui restait là avec une expression sereine, comme si elle ne venait pas de potentiellement sauver une entreprise entière de la destruction. « Comment saviez-vous » lui demanda Robert, sa voix basse et chargée de gratitude. «
Comment avez-vous vu en 5 minutes ce que des équipes entières n'ont pas vu en des semaines ?» Julie esquissa un léger sourire, mais il y avait de la tristesse dedans. « Parce que j'ai déjà vu ça arriver, monsieur Dubois. Parce que je sais à quel point il est facile de manquer des détails quand on examine des documents sous pression, quand il y a trop de professionnels impliqués et que personne ne fait la vérification croisée complète. Parce que j'ai déjà été la personne qui a laissé passer une erreur, et ça m'a coûté ma carrière. » Elle fit une pause, regardant les documents. « J'aurais aimé que quelqu'un vérifie mon travail à l'époque. Peut-être que les choses seraient différentes. » Marianne surprit tout le monde en tirant une chaise et en s'asseyant à la table. « Racontez-moi ce qui vous est arrivé, » dit-elle à Julie, sa voix véritablement intéressée. « Comment êtes-vous passée d'analyste financière à travailler dans une boulangerie ?» Julie hésita, regardant autour d'elle, comme pour vérifier que son superviseur n'observait pas. Puis, réalisant peut-être que ce moment transcendait son travail, elle s'assit également. « Je travaillais dans une banque d'investissement, » commença-t-elle. 5 ans à gravir les échelons, à tout faire correctement, jusqu'à ce que mon patron, un directeur senior, commence à me demander d'ajuster des rapports. Rien de très évident au début, juste de petites reclassifications qui faisaient apparaître certains investissements plus sûrs qu'ils ne l'étaient. Maître Chevalier, qui avait terminé ses appels urgents, tira également une chaise, écoutant attentivement. Robert réalisa que tout le monde ici, d'une manière ou d'une autre, avait besoin d'entendre cette histoire. Ils avaient besoin de comprendre qui était cette femme qui avait changé le cours de cette matinée. « J'ai commencé à avoir des soupçons après quelques mois, » continua Julie. « Les chiffres ne collaient pas quand je faisais les vérifications de mon côté. J'ai découvert qu'il détournait de l'argent de fonds de pension, utilisant les reclassifications pour cacher les trous. Quand je l'ai confronté, il m'a offert une promotion et une augmentation pour que je me taise. » Elle regarda ses mains, les ongles sans vernis, calleuses par le travail à la boulangerie. « J'ai refusé. J'ai tout rapporté à la direction de la banque. »« Et que s'est-il passé ?» demanda Marianne, bien que le contexte lui fît déjà deviner la réponse. Julie eut un rire sans joie. Il avait des amis puissants. Il avait 15 ans d'ancienneté, était apprécié de la haute direction. Je n'étais qu'une analyste de 27 ans portant de graves accusations. D'une manière ou d'une autre, le récit a été inversé. Il m'a accusé d'être responsable des irrégularités, d'avoir tenté de le piéger quand j'ai été découverte. Et ça a marché. J'ai été licenciée pour faute grave. J'ai poursuivi la banque et j'ai perdu. J'ai été mise sur liste noire dans le secteur financier. Aucune entreprise ne m'embauche plus. Robert sentit un lien profond avec cette histoire. Tous deux avaient été détruits par des systèmes auxquels ils faisaient confiance. Lui par négligence et mauvaise gestion, elle par intégrité et courage. Mais tous deux avaient fini au même endroit, essayant de reconstruire des vies brisées. « Alors vous êtes venu travailler ici, » dit Robert, non pas comme une question, mais comme une conclusion. « Il fallait bien survivre, » répondit Julie en haussant les épaules. « La boulangerie n'exige pas de référence du secteur financier. Il ne pose pas de questions difficiles. Il paie assez pour le loyer et la nourriture. Et il me laisse réfléchir pendant que je travaille. » Elle regarda Robert avec une nouvelle intensité. « C'est pour ça que je vous ai aidé, vous savez, parce que j'aurais aimé que quelqu'un vérifie mon travail à l'époque. J'aurais aimé que quelqu'un voie les erreurs que j'ai laissées passer avant qu'elles ne coûtent tout. Peut-être que je ne serais pas ici aujourd'hui. » La clochette de la porte tinta, et 3 hommes en costume entrèrent, transportant des serviettes et des ordinateurs portables. Maître Chevalier se leva immédiatement. « Ce sont mes associés et les auditeurs, » expliqua-t-il. « Je vais avoir besoin que tous les documents originaux soient disponibles, Robert. Nous allons monter une opération de révision d'urgence ici même. » Il regarda autour de la boulangerie. Ou peut-être serait-il préférable d'aller au bureau. « Non, » dit fermement Robert. « Ici, c'est bien. C'est ici que tout a commencé aujourd'hui. C'est ici que nous allons régler ça. » Il regarda le propriétaire de la boulangerie, M. Benoît, qui observait le mouvement avec curiosité depuis le comptoir. « Benoît, nous avons besoin d'utiliser votre boulangerie comme bureau pendant quelques heures. Je peux vous dédommager pour le dérangement. » Monsieur Benoît, un homme corpulent et sympathique d'une 60aine d'années, fit un geste de la main. « Faites comme chez vous, Robert. Vous êtes un client de longue date. Et d'après ce que je comprends, la petite Julie ici a peut-être sauvé votre entreprise. » Il sourit à son employé.
Je pense qu'elle mérite le reste de sa journée de congé. Vous ne trouvez pas? Les 2 heures suivantes transformèrent la boulangerie Saint-Benoît en un centre d'opérations financières improvisé. 3 tables furent rassemblées au fond de l'établissement, créant une surface assez grande pour étaler des dizaines de documents. Des ordinateurs portables furent ouverts, des feuilles de calcul tapées frénétiquement, des appels téléphoniques passés aux banques, aux notaires et aux administrations publiques. Monsieur Benoît, loin de se plaindre de l'occupation, semblait fasciné par toute l'agitation et veillait à ce que le café frais arrive régulièrement. Robert observait tout avec un mélange d'anxiété et d'espoir grandissant. À chaque minute qui passait, à chaque nouveau document vérifié, l'expression des auditeurs passait du scepticisme à la perplexité et enfin à la confirmation. Julie avait vu juste. Pas seulement sur un point, mais sur tous. Les erreurs étaient toutes là flagrantes une fois que quelqu'un savait où chercher. Frédéric Lefebvre, l'associé spécialiste du redressement judiciaire, était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et à l'expression sérieuse qui changeait rarement. Mais même lui, connu pour sa froideur professionnelle, montrait son incrédulité en examinant les chiffres. « C'est extraordinaire », dit-il à voix haute pour personne en particulier. « Une défaillance systémique de vérification de base. Comment cela a-t-il pu échapper à tant de professionnels ?» Maître Chevalier était visiblement embarrassé. C'était son cabinet qui avait coordonné la préparation des documents. Sa réputation qui était en jeu. Robert pouvait voir la lutte interne sur le visage de l'avocat entre la défense de son travail et l'acceptation de l'erreur monumentale. À son crédit, l'intégrité l'emporta. « Nous avons été négligents », admit-il, sa voix chargée de frustration envers lui-même. Chaque équipe a travaillé isolément sur sa partie. Les comptables ont vérifié les chiffres qu'ils ont reçus. Nous avons examiné les aspects juridiques, mais personne n'a fait l'intégration complète des données. Nous avons supposé que le travail précédent était correct. « C'est ce qui arrive toujours dans les cas complexes, » dit Julie, sa voix douce mais ferme. Personne ne veut paraître incompétent en remettant en question le travail des autres. Personne ne veut être le seul à lever la main pour dire que quelque chose n'a pas de sens, surtout quand il y a une pression de temps et que le client est déjà désespéré. Elle regarda Robert. Ce n'était la mauvaise foi de personne, c'était juste une tempête parfaite de facteurs. Marianne, qui était restée silencieuse pendant un long moment à observer, prit enfin la parole. « Et si vous n'aviez pas été là aujourd'hui, Julie? Si vous n'aviez pas vu les documents en nettoyant la table ?» Sa voix avait une qualité étrange, comme si elle contemplait le poids du hasard. Robert aurait signé. Tout se serait terminé, basé sur un mensonge statistique. Cette pensée fit s'arrêter tout le monde un instant. Robert sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment toute sa vie pouvait-elle être détruite par des erreurs administratives? Comment 28 ans de travail pouvaient-ils s'évaporer à cause de feuilles de calcul mal organisées et de comptables qui ne s'étaient pas parlé? C'était terrifiant et d'une certaine manière absurdement injuste. Julie enleva son tablier, le pliant soigneusement sur le dossier d'une chaise. Monsieur Benoît lui fit signe que c'était bon, qu'elle profite de son congé. Elle se rassit à côté de Robert, maintenant sans l'uniforme de la boulangerie, paraissant plus proche de la professionnelle qu'elle avait été. « Monsieur Dubois, dit-elle, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'important. Ces erreurs changent le tableau de la viabilité, oui, mais votre entreprise est toujours en crise. Il y a encore de vraies dettes, encore des problèmes de trésorerie. Ce que nous avons découvert aujourd'hui n'est pas une solution magique. C'est juste une chance de se battre. » Robert hocha lentement la tête. Il n'était pas idiot. Il savait que même avec les chiffres corrigés, la route à venir serait difficile. Mais la différence entre impossible et difficile était la distance entre l'abandon et l'espoir. C'était la différence entre signer sa propre sentence et avoir une chance, même petite, de renverser la situation. « Combien de temps avons-nous » demanda Robert à Frédéric. « Si nous annulons la demande de dépôt de bilan, combien de temps avant que les créanciers ne recommencent à nous presser ?» Frédéric consulta ses documents. « Avec les chiffres corrigés, nous pouvons déposer une demande de redressement judiciaire au lieu d'une faillite. Cela vous donne une protection pouvant aller jusqu'à 2 ans pour vous restructurer. Vous devrez présenter un plan de paiement, négocier avec chaque créancier, prouver la viabilité économique.
Mais c'est faisable. Surtout avec ce contrat de 17 millions garantissant des revenus mensuels. 2 ans, répéta Robert, laissant les mots s'imprégner. 2 ans pour reconstruire. 2 ans pour prouver que Dubois BTP n'était pas fini, juste secoué. Il regarda Marianne et dans ses yeux, il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Ce n'était pas de l'amour. Ils avaient dépassé ce stade. Mais il y avait un respect, une admiration pour le fait qu'il n'ait pas signé, pour le fait qu'il ait écouté Julie alors qu'il aurait été plus facile de l'ignorer. L'un des auditeurs, un jeune homme à lunettes nommé Pierre, leva timidement la main. « Monsieur Dubois, nous avons trouvé un autre élément qui pourrait aider. Ce terrain dans le nord de Paris qui est répertorié comme inactif depuis 3 ans, il semble qu'une entreprise de BTP soit intéressée par un partenariat pour le développer. Ils ont envoyé une proposition formelle il y a 2 mois, mais apparemment, elle n'a jamais reçu de réponse. » Robert fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Le nord de Paris. Oui, il y avait un terrain qu'il avait acheté aux enchères des années auparavant, prévoyant de développer un complexe résidentiel. Mais la crise était arrivée et le projet avait été mis de côté. « Vous dites que quelqu'un veut un partenariat maintenant ?» Pierre tourna son ordinateur portable pour montrer les emails. « Horizon BTP. Il propose d'apporter le capital pour la construction, vous le terrain. Partage des bénéfices à 50-50. Leur projet prévoit des ventes de 32 millions sur 18 mois. » Robert eut l'impression de découvrir de l'argent oublié dans la poche d'un vieux manteau. Une autre opportunité qui était là, cachée dans le désordre administratif que son entreprise était devenue ces derniers mois chaotiques. Combien d'autres choses importantes étaient passées inaperçues pendant qu'il sombrait dans le désespoir. Maître Chevalier prit une note. « Je vais contacter Horizon BTP dès aujourd'hui. Si la proposition tient toujours, cela ajoute un autre élément fort au plan de redressement. » Il regarda Robert avec une expression sérieuse. « Robert, vous avez une réelle chance de vous en sortir, mais il vous faudra une discipline de faire. Il vous faudra une gestion financière impeccable. Et franchement, il vous faudra quelqu'un qui fasse ce que mademoiselle Julie a fait aujourd'hui. Tout vérifier, tout remettre en question, ne rien supposer. » Tous les yeux se tournèrent envers Julie. Elle fut visiblement mal à l'aise de cette attention. « J'ai juste fait les bases d'un audit, » dit-elle modestement. N'importe quel analyste compétent aurait vu ces incohérences. « Mais ils ne les ont pas vues, » dit Marianne, sa voix douce mais incisive. « 3 équipes de professionnels chers et expérimentés ne les ont pas vues. Mais vous les avez vues, en 5 minutes, en nettoyant une table dans une boulangerie. » Elle regarda Robert avec une expression qu'il ne put déchiffrer complètement. « Je pense que tu sais ce que tu dois faire, Robert. » Robert le savait. L'idée se formait déjà dans son esprit depuis que Julie avait commencé à pointer les erreurs. Mais il y avait tant de complications, tant d'obstacles. Comment offrir un emploi à quelqu'un qu'il connaissait à peine? Comment confier l'avenir de son entreprise à une inconnue? Et pourtant, comment ne pas faire confiance à la personne qui venait de la sauver? Julie, commença Robert, choisissant ses mots avec soin. Vous avez dit que vous étiez sur liste noire dans le secteur financier, qu'aucune entreprise ne vous embauche à cause de fausses accusations. Il fit une pause, respirant profondément. Et si vous n'aviez plus besoin de travailler pour quelqu'un d'autre? Et si vous travailliez directement pour moi? Julie le regarda avec une surprise sincère. Monsieur Dubois, je vous remercie de l'offre, mais je n'ai plus de référence. J'ai été licencié pour faute grave, j'ai perdu mes procès, mon nom est sali. Aucune banque n'acceptera de rapport signé par moi. Aucun auditeur ne me donnera de crédibilité. Alors nous ne leur demanderons pas leur crédibilité, dit Robert, sa voix gagnant en conviction. Je vais créer un poste de directrice de l'intégrité financière, quelqu'un qui me rend compte directement, qui a l'autonomie de remettre en question n'importe quel chiffre, n'importe quelle décision, n'importe quel document. Quelqu'un dont la seule fonction est de garantir que ce qui s'est passé aujourd'hui ne se reproduise plus jamais. Il la regarda profondément dans les yeux. « Vous n'avez pas besoin de référence pour moi, Julie. Vous avez déjà prouvé votre valeur. » Frédéric se pencha en avant, intéressé. « En fait, Robert, c'est brillant. L'un des points faibles de votre demande de redressement judiciaire serait le manque de contrôles internes robustes. Si vous présentez une structure de gouvernance renouvelée, avec quelqu'un spécifiquement responsable de l'intégrité financière, les juges verront cela d'un bon œil. Cela démontre que vous prenez la réorganisation au sérieux.
Mais je n'ai pas d'expérience dans le BTP, protesta Julie, bien que sa voix montrât déjà qu'elle envisageait la possibilité. Je travaillais avec des investissements, des fonds, des actions. C'est un monde différent. Vous avez audité des entreprises de construction pendant 3 ans, lui, rappela Maître Chevalier, et vous avez démontré aujourd'hui que vous comprenez parfaitement comment les actifs et les passifs sont classés dans le secteur. De plus, ce dont Robert a besoin, ce n'est pas d'une expertise en ingénierie. Il a besoin de quelqu'un qui comprend les chiffres, qui remet en question les rapports, qui n'a pas peur de dire quand quelque chose ne va pas. Il la regarda avec respect. Vous êtes exactement ce dont cette entreprise a besoin. Marianne surprit tout le monde en posant sa main sur celle de Julie. Je sais ce que c'est que de tout perdre, dit-elle doucement. J'ai perdu mon mariage parce que Robert a choisi l'entreprise plutôt que moi et Isabelle. Mais en vous regardant maintenant, en voyant ce que vous avez fait, je réalise qu'il y a peut-être différents types de courage. Vous avez eu le courage de faire ce qui était juste quand cela vous a coûté votre carrière, et aujourd'hui, vous avez eu le courage de parler, alors qu'il aurait été plus facile de vous taire et de simplement servir le café. Elle regarda Robert. Si vous travaillez avec lui, vous aurez besoin de ce même courage pour lui dire « non » quand il fera des erreurs. Il est têtu, c'est un bourreau de travail, et il a du mal à admettre quand il a tort. Robert ne s'offusqua pas. Marianne avait raison, et il le savait. C'était exactement pour cela qu'il avait besoin de quelqu'un comme Julie, quelqu'un qui n'aurait pas peur de le confronter, de remettre en question ses décisions, de lui signaler quand il se perdrait à nouveau dans le travail, au détriment de tout le reste. Julie resta silencieuse un long moment, regardant les documents étalés sur la table, puis Robert, puis ses propres mains. Finalement, elle leva les yeux, et Robert y vit une détermination mêlée de vulnérabilité. « Combien de temps devrais-je prouver ma valeur avant que vous ne décidiez que c'était une erreur de m'embaucher ?»« Le temps qu'il vous faudra, » répondit honnêtement Robert. « Mais je veux que vous sachiez que pour moi vous l'avez déjà prouvé. Aujourd'hui, dans cette boulangerie, vous avez sauvé plus qu'une entreprise. Vous avez sauvé des vies, les centaines de familles qui dépendent de Dubois BTP. Et vous m'avez sauvé de commettre la plus grande erreur de ma vie. Il était presque midi lorsque l'audit d'urgence fut enfin terminé. Le soleil de juin entrait par les fenêtres de la boulangerie, illuminant la table couverte de documents maintenant réorganisés et annotés de stylos de couleur. Les auditeurs avaient travaillé méthodiquement, vérifiant chaque élément signalé par Julie et cherchant d'autres erreurs possibles. Le résultat final était à la fois dévastateur et porteur d'espoir. Pierre, le plus jeune auditeur, présenta le rapport préliminaire d'une voix qui tentait de rester professionnelle, mais ne pouvait cacher son étonnement. « Monsieur Dubois, nous confirmons toutes les incohérences signalées par mademoiselle Martin. La duplication de l'entrepôt industriel réduit le passif de 8 millions. L'inclusion du contrat de l'école communale ajoute 17 millions de revenus garantis. Le matériel payé réduit le passif de 3,5 millions. De plus, nous avons trouvé 2 autres reclassements incorrects qui, bien que mineurs, totalisent 1 200 000 € d'ajustement favorable. » Robert faisait les comptes mentalement, son cerveau fonctionnant enfin avec la clarté qu'il avait perdue ces derniers mois. Près de 30 millions d'euros de différence entre le bilan réel et ce qui figurait dans les documents de faillite. C'était un changement de paradigme complet. Cela ne transformait pas la crise en prospérité, mais cela transformait l'impossible en un défi. Frédéric Lefebvre, qui avait gardé son expression sérieuse toute la matinée, se permit enfin un petit sourire. Avec ces chiffres corrigés, Robert, vous avez non seulement la viabilité pour un redressement judiciaire, mais un dossier relativement solide. Votre entreprise n'est pas au bord de l'effondrement. Elle est en difficulté, oui, mais c'est une difficulté surmontable avec une gestion adéquate. Maître Chevalier, qui avait passé la dernière heure au téléphone avec le tribunal compétent pour les procédures de faillite, raccrocha et rejoignit le groupe. « J'ai obtenu une audience d'urgence pour demain à 9 h. Nous allons présenter ces conclusions et demander l'annulation immédiate de la demande de dépôt de bilan. Simultanément, nous déposerons une demande de redressement judiciaire. » Il regarda Robert avec sérieux. « Vous en êtes sûr, Robert ? Le redressement judiciaire est un processus long et douloureux. Il exigera une transparence totale, une reddition de comptes constante, et vous vivrez sous le contrôle de la justice pendant près de 2 ans. » Robert n'hésita pas.
Je préfère 2 ans de lutte avec une chance de victoire plutôt que de signer ma défaite aujourd'hui. Il regarda autour de la table toutes ces personnes qui, chacune à sa manière, avaient contribué à ce moment. Je suis prêt à faire tout ce qui sera nécessaire. Marianne, qui était restée silencieuse pendant la présentation des chiffres, prit enfin la parole. Et ta vie personnelle, Robert? Vas-tu réussir à faire ça tout en ayant le temps d'être un père pour Isabelle? De reconstruire une sorte de relation avec ta fille? Sa voix n'était pas accusatrice, juste une préoccupation sincère et peut-être une trace d'espoir. Robert sentit le poids de cette question. C'était la question qui comptait, peut-être plus que toutes les autres. À quoi bon sauver l'entreprise s'il perdait définitivement sa fille dans le processus? Il regarda Marianne, la regarda vraiment, peut-être pour la première fois depuis des mois, et vit non pas l'ex-femme pleine de ressentiment, mais la mère inquiète, et la compagne de 2 décennies qui voulait seulement qu'il trouve un équilibre. « Je vais essayer, Marianne, dit-il, la voix chargée d'émotion. Je sais que c'est peu, je sais que j'ai déjà promis ça et que j'ai échoué, mais cette fois, c'est différent. Cette fois, j'ai failli tout perdre, et ça m'a montré ce qui compte vraiment. » Il fit une pause, choisissant ses mots. Avec soin. Je ne demande pas que nous nous remettions ensemble. Je sais que ce chapitre est clos, mais je demande une chance d'être un père présent pour Isabelle, de prouver que j'ai appris la leçon. Marianne essuya une larme qui insistait pour couler. Elle aura besoin de voir des actes, Robert, pas des mots. Isabelle est à un âge difficile, elle est blessée, et ce ne sera pas facile de la reconquérir, mais je pense qu'elle mérite de retrouver son père. Le vrai père, pas le fantôme bourreau de travail que tu es devenu. Je sais, admis, Robert, et je vais faire différemment. Je vais fixer des limites, je vais déléguer, je vais faire confiance à l'équipe. Il regarda Julie. Et j'aurai quelqu'un dont la fonction spécifique est de m'alerter quand je retomberai dans mes vieux travers. Julie sourit doucement. Ça fait partie de la description de poste, alors. Dire au patron quand il fait l'idiot. Essentiellement, confirma Robert. Et pour la première fois depuis des mois, il rit. C'était un petit rire, presque timide, mais sincère. Les autres personnes à la table se joignirent à lui, et pendant un instant, la tension, qui avait dominé la matinée, se dissipa un peu. Monsieur Benoît s'approcha, apportant un plateau de amuse-gueule frais. « C'est la maison qui régale », annonça-t-il, pour fêter le fait que la boulangerie est devenue le théâtre d'un miracle d'entreprise. Il fit un clin d'œil à Julie. « Et pour fêter le fait que j'ai découvert que j'ai un génie de la finance dans mon équipe. Bien que, si j'ai bien compris, je suis sur le point de la perdre. » Julie rougit. « Monsieur Benoît, je dois vous donner mon préavis de 2 semaines. Je ne peux pas simplement abandonner mon poste. Ici. » Le vieux boulanger fit un geste de la main balayant son inquiétude. « Ma chère, vous venez de sauver une entreprise de plusieurs millions. Je pense que vos 2 semaines de préavis sont dispensées. De plus, il baissa la voix d'un ton conspirateur. Vous avez toujours été trop doué pour simplement servir des cafés. Je savais qu'un jour votre talent serait reconnu. » La générosité de ce geste toucha visiblement Julie. Elle serra M. Benoît dans ses bras, le remerciant pour des mois de patience et de gentillesse. Robert observait la scène et réalisa quelque chose d'important. Julie n'était pas seulement compétente techniquement, c'était une bonne personne. Le genre de personne qui suscitait la loyauté et l'affection même dans un travail simple comme serveuse de boulangerie. C'était rare et précieux. Frédéric commença à organiser les documents dans des dossiers séparés, mettant de l'ordre dans le chaos de papier. « Je vais avoir besoin d'un accès total à la comptabilité de l'entreprise, Robert. Chaque compte bancaire, chaque contrat, chaque reçu. Tout doit être transparent si nous voulons construire un dossier solide de redressement judiciaire. »« Tu l'auras, » promit Robert. « Julie coordonnera cela de notre côté. » Il la regarda. « Si vous acceptez officiellement le poste, je veux que vous commenciez immédiatement. Dès demain. Votre première tâche sera de faire un audit complet de tout ce que nous avons. Je veux connaître chaque centime qui entre et sort, chaque actif réel que nous possédons, chaque dette véritable que nous devons. Pas de surprise, pas d'erreur cachée. » Julie acquiesça, et Robert vit en elle la transformation de la serveuse de boulangerie en la professionnelle qu'elle était vraiment. Sa posture changea, ses yeux acquirent une concentration différente. « J'aurais besoin d'un accès au système, aux mots de passe et de l'autorité pour remettre en
Question quoi que ce soit sans passer par des filtres bureaucratiques. Vous aurez carte blanche, confirma Robert. Vous me rendez compte directement, sans intermédiaire. Si vous trouvez quelque chose qui ne va pas, je veux le savoir immédiatement. Peu importe à quel point c'est gênant ou embarrassant. Il regarda autour de la table. En fait, cela vaut pour tout le monde. L'ère des erreurs non vérifiées s'est terminée aujourd'hui. Maître Chevalier ferma sa serviette avec un claquement décisif. C'est donc réglé. Demain à 9 heures, nous présentons le cas au juge. Robert, vous devrez être là, ainsi que mademoiselle Julie, puisque c'est elle qui a découvert les incohérences. Sa crédibilité sera importante. Julie fronça les sourcils, inquiète. Mais mon passé, mes accusations antérieures, cela ne va-t-il pas nuire au dossier? Les avocats de la partie adverse vont utiliser ça contre moi. Au contraire, intervint Frédéric, vous n'étiez pas en position de responsabilité lorsque vous avez trouvé ces erreurs. Vous serviez littéralement des cafés. Cela rend votre découverte encore plus convaincante, pas moins. Cela montre que les erreurs étaient si évidentes que même quelqu'un d'extérieur, avec un accès minimal aux documents, a pu les identifier. Il sourit. Votre passé pourrait même aider le récit. Une professionnelle injustement traitée qui trouve la rédemption en sauvant une entreprise. L'après-midi avançait et la boulangerie commençait à se remplir pour le service du déjeuner. Le groupe décida de se déplacer vers le bureau de Maître Chevalier pour finaliser les préparatifs de l'audience du lendemain. Mais avant de partir, Robert demanda un moment seul avec Julie. Ils restèrent tous les deux à la table pendant que les autres commençaient à rassembler leurs affaires. Julie, commença Robert, sa voix plus douce maintenant qu'ils étaient relativement seuls, j'ai besoin de savoir. Pourquoi avez-vous vraiment fait ça? Ne me donnez pas la belle réponse sur le fait de vouloir que quelqu'un ait vérifié votre travail. Dites-moi la vérité. Julie le regarda un long moment avant de répondre. Parce que quand je vous ai vu ici ce matin, seul à cette table, avec cette expression de défaite absolue, j'ai vu mon propre reflet. J'ai vu le jour où j'ai signé ma démission, le jour où le juge a rejeté mon appel, le jour où j'ai réalisé que j'avais tout perdu pour avoir fait ce qui était juste. Sa voix trembla légèrement. Et je me suis dit, si j'avais eu une seconde chance, une seule personne qui croyait en moi, peut-être que les choses auraient été différentes. Alors quand j'ai vu les erreurs dans vos documents, j'ai réalisé que je pouvais être cette personne pour vous. Je pouvais vous donner la seconde chance que personne ne m'a donnée. Robert sentit un nœud dans sa gorge. Mais je vous ai donné cette seconde chance aussi, n'est-ce pas, en vous offrant le poste? Julie sourit, et il y avait des larmes dans ses yeux. Oui, je crois que nous nous sommes sauvés l'un l'autre aujourd'hui, monsieur Dubois. Vous m'avez rendu ma dignité professionnelle, ma chance d'utiliser mes talents pour autre chose que servir des cafés. Et je vous ai rendu votre entreprise, votre chance de faire les choses bien cette fois. Robert lui tendit la main, mais au lieu de la serrer formellement, il la tira dans une étreinte. C'était peut-être inapproprié, si tôt dans leur relation professionnelle, mais cela semblait la seule réponse appropriée à l'ampleur de ce qui s'était passé entre eux. Julie n'hésita qu'un instant avant de rendre l'étreinte. Quand ils se séparèrent, Robert essuya ses propres yeux, sans honte. « On va y arriver, dit-il avec conviction. Pas seulement l'entreprise. On va réparer nos vies. On va prouver que des gens comme nous qui sont tombés et se sont fait mal peuvent encore se relever et gagner. » Julie acquiesça, sa propre voix étranglée par l'émotion. On va montrer l'exemple que peu importe la profondeur de la chute, il y a toujours une chance de remonter. Il y a toujours quelqu'un qui peut voir votre valeur quand vous-même n'y arrivez plus. L'audience du lendemain fut intense mais décisive. Le juge Charles-Henri Monet, un homme de 60 ans connu pour sa rigueur et son souci du détail, écouta attentivement la présentation de Maître Chevalier et de Frédéric. La salle était remplie de créanciers, d'avocats représentant les banques et de quelques journalistes qui avaient flairé une histoire intéressante. Robert était assis entre ses avocats, avec Julie à ses côtés, tous deux vêtus de tenues formelles qui contrastaient avec leur rencontre décontractée à la boulangerie la veille. Quand vint le tour de Julie de présenter ses découvertes, un murmure parcourut la salle. Une ancienne serveuse de boulangerie, exposant des erreurs dans des documents préparés par des cabinets renommés, cela ressemblait au scénario d'un film improbable. Mais quand elle commença à parler, expliquant méthodiquement chaque incohérence avec une clarté technique et une précision impressionnante,
Le scepticisme initial laissa place au respect. Elle ne se contenta pas de signaler les erreurs, mais expliqua comment et pourquoi elles s'étaient reproduites, démontrant une compréhension profonde des processus d'audit et de classification comptable. L'avocat des créanciers tenta de la discréditer, mentionnant son licenciement pour faute grave et les accusations dans son dossier. Mais Julie garda son sang-froid, répondant avec dignité que ces découvertes pouvaient être vérifiées indépendamment, que les chiffres parlaient d'eux-mêmes et que son histoire personnelle ne changeait rien aux mathématiques de base d'un audit. Le juge, clairement impressionné, ordonna une vérification indépendante immédiate par des experts du tribunal. 3 heures plus tard, les experts confirmèrent tout. Chaque virgule, chaque chiffre que Julie avait signalé était correct. Le juge Monet regarda Robert avec une expression qui mêlait sévérité et quelque chose qui pouvait être interprété comme du respect. « Monsieur Dubois, pour la première fois en 20 ans de magistrature, je vois un cas de faillite être complètement inversé par des erreurs administratives aussi grossières. C'est à la fois alarmant par la négligence démontrée et admirable par la diligence de mademoiselle Martin. La demande de dépôt de bilan fut officiellement annulée. À sa place, une procédure de redressement judiciaire fut approuvée avec des conditions spécifiques, audit mensuel indépendant, reddition de comptes trimestriels au tribunal et le maintien de Julie Martin comme directrice de l'intégrité financière. Le juge fut clair. Sans son intervention, une injustice économique aurait été commise, détruisant une entreprise viable et des centaines d'emplois par pure incompétence administrative. Quand ils sortirent du tribunal cet après-midi-là, Robert eut l'impression d'avoir subi une opération à cœur ouvert et d'y avoir survécu. Il était épuisé, émotionnellement vidé, mais vivant. Et pour la première fois depuis des mois, il pouvait voir un avenir qui n'était pas que ténèbres. Marianne attendait à la sortie du tribunal. Isabelle était avec elle. Robert sentit son cœur se serrer en voyant sa fille de 14 ans qui le regardait à peine depuis des mois. Isabelle était grande pour son âge, avait les cheveux bruns de sa mère et les yeux sombres de son père. Elle portait son uniforme scolaire et il y avait une incertitude dans sa posture, comme si elle ne savait pas vraiment pourquoi elle était là. « Salut ma chérie », dit doucement Robert, s'approchant lentement, comme s'il craignait de l'effrayer. « Ça me fait plaisir de te voir. » Isabelle se balança d'un pied sur l'autre, clairement mal à l'aise. « Maman a dit que tu avais failli tout perdre, que tu avais failli détruire l'entreprise. » L'accusation dans ces mots était claire, mais il y avait aussi autre chose, de l'inquiétude peut-être, ou la peur de le perdre complètement. « J'ai failli », admit Robert, sans essayer de cacher ou de minimiser. « Mais je n'ai pas tout perdu. Grâce à beaucoup de gens et surtout à Julie ici, il fit un geste vers la nouvelle directrice. J'ai pu voir les erreurs avant qu'il ne soit trop tard. » Isabelle regarda Julie avec curiosité. « Vous êtes la dame de la boulangerie ? Celle dont maman m'a parlé ?» Julie lui tendit la main avec un sourire aimable. « C'est bien moi, Julie Martin. Enchantée de te rencontrer, Isabelle. » Isabelle lui serra timidement la main. « Maman a dit que vous étiez intelligente, que vous aviez vu des choses que personne d'autre n'avait vues. C'est vrai. »« C'est compliqué, » répondit honnêtement Julie. « J'avais l'avantage de regarder avec un œil neuf sans les préjugés de ceux qui étaient trop proches du problème depuis trop longtemps. Parfois, la solution est juste devant nous, mais il faut quelqu'un d'extérieur pour nous la montrer. » Marianne posa la main sur l'épaule de sa fille. « Isabelle, ton père veut te parler. Il a quelque chose d'important à te dire. » Elle regarda Robert avec un signe de tête encourageant. « Allez-y tous les deux, j'attends ici. » Robert et Isabelle marchèrent jusqu'à un banc sur la place en face du tribunal. Le soleil de l'après-midi peignait Paris de teintes dorées et le bruit de la circulation créait une bande-son urbaine familière. Ils s'assirent avec un espace entre eux, une distance physique qui reflétait la distance émotionnelle. « Isabelle, » commença Robert, la voix chargée d'émotion, « j'ai tout gâché. Pas seulement l'entreprise, mais notre famille. Je t'ai négligé, j'ai négligé ta mère et j'ai jeté les choses les plus importantes de ma vie en poursuivant le succès professionnel. Et j'ai failli tout perdre à cause de ça. » Isabelle garda les yeux fixés sur le sol. « Pourquoi tu as fait ça, papa? Pourquoi l'entreprise était plus importante que moi ?» La question transperça le cœur de Robert comme une lame acérée. « Elle ne l'était pas, ma chérie, jamais.
Je me suis juste perdu en chemin. Je me suis convaincu que travailler dur était ma façon de prendre soin de vous assurer un avenir sûr. Mais j'ai oublié que vous aviez besoin de ma présence, pas seulement de mon argent. » Il respira profondément. « Je n'ai pas d'excuse, Isabelle. Juste un profond regret et la volonté de faire différemment. » « Comment tu vas faire différemment ?» La voix d'Isabelle avait un scepticisme douloureux, typique de quelqu'un qui a été déçu de nombreuses fois. « Tu dis toujours que tu vas changer, mais tu ne changes jamais. » Robert savait qu'elle avait raison. Les mots étaient vides sans action pour les soutenir. « Cette fois, ce sera différent parce que j'ai failli tout perdre, ma chérie. J'ai failli signer la fin de l'entreprise hier, et cette expérience m'a réveillé. Elle m'a fait réaliser qu'il ne sert à rien d'avoir du succès professionnel si je ne t'ai pas, toi et les autres personnes que j'aime, pour le partager. » Il regarda sa fille droit dans les yeux. « Je vais fixer des limites. Je vais déléguer davantage. Je vais faire confiance à mon équipe. Et je vais réserver du temps sacré pour toi, peu importe ce qui se passe dans l'entreprise. » Isabelle le regarda enfin, et il y avait des larmes dans ses yeux. « Je voulais juste retrouver mon père, » dit-elle, sa voix se brisant. « Pas l'homme d'affaires important, pas l'homme qui construit des immeubles. Juste mon père. » Robert ne put se retenir. Il l'attira dans une étreinte serrée, et Isabelle, après un moment de raideur, céda et le serra en retour. Ils pleurèrent tous les deux sur ce banc, libérant des mois de ressentiment, de distance et de douleur. « Tu as retrouvé ton père, » murmura Robert. « Je te le promets, ma chérie. Et cette fois, je tiendrai ma promesse. » Quand ils se séparèrent enfin, essuyant leurs larmes, Isabelle esquissa un petit sourire timide. « Alors, tu as vraiment failli faire faillite à cause d'erreurs sur des feuilles de calcul ? On dirait un dessin animé. » Robert rit, un son léger et sincère. « C'est ça. La vie est parfois plus absurde que la fiction. Mais tu sais ce que j'ai appris ? Que l'orgueil et l'entêtement ont failli me détruire. Si j'avais été assez humble pour tout vérifier, pour demander de l'aide, pour admettre que je n'y voyais plus clair, j'aurais peut-être évité cette quasi-catastrophe. Et cette dame Julie, dit Isabelle pensivement, elle n'avait rien à gagner en t'aidant. Pourquoi l'a-t-elle fait ? Parce qu'elle comprend ce que c'est que de tomber et de n'avoir personne pour te relever, expliqua Robert. Elle a vécu ça, a tout perdu pour avoir fait ce qui était juste, et elle a voulu être pour moi ce que personne n'a été pour elle. C'est une leçon sur l'empathie, sur l'utilisation de nos expériences douloureuses pour aider les autres. Isabelle hocha lentement la tête en train de digérer. Je crois qu'elle est sympa, et je trouve ça bien que tu lui aies donné un travail. Ça montre que tu peux apprendre et changer. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Julie se plongea corps et âme dans l'audit complet de Dubois BTP, travaillant 16 heures par jour pour cartographier chaque aspect financier de l'entreprise. Elle trouva d'autres petites incohérences, aucune aussi dramatique que celle de la demande de faillite, mais suffisante pour démontrer que le contrôle interne était laxiste depuis longtemps. Robert, fidèle à sa parole, lui donna une autonomie totale pour questionner, enquêter et réorganiser. Horizon BTP confirma son intérêt pour le partenariat sur le terrain du nord de Paris. Les négociations avancèrent rapidement et en 3 semaines, un contrat fut signé. Le projet de développement commencerait dans 2 mois, apportant non seulement un capital immédiat, mais aussi la perspective de bénéfices futurs significatifs. Les créanciers, initialement hostiles, commencèrent à s'adoucir en voyant le sérieux du plan de redressement. Les négociations furent dures, mais le contrat de l'école communale, qui garantissait un flux de trésorerie constant, donna à Robert un pouvoir de négociation qu'il n'avait pas auparavant. Un par un, des accords furent conclus, restructurant les dettes à des conditions plus favorables. 3 mois après ce jour à la boulangerie, Robert était dans son bureau rénové lorsque Julie entra avec un rapport. Elle s'était complètement transformée, de retour dans le monde de l'entreprise, mais maintenant avec une confiance éprouvée par le feu. « Nous avons de bonnes nouvelles », annonça-t-elle avec un sourire. « Le flux de trésorerie du trimestre a été positif pour la première fois en 1 an. Et j'ai réussi à renégocier la dernière dette problématique. Nous sommes officiellement en redressement durable. » Robert se leva et serra Julie dans ses bras, un geste qui était devenu courant entre eux, plus comme une famille que comme un patron et son employé. « Rien de tout cela n'aurait été possible sans toi, » dit-il sincèrement. « Tu n'as pas seulement sauvé l'entreprise, tu m'as sauvé. »
Nous nous sommes sauvés, corrigea gentiment Julie. Vous m'avez donné la chance que personne d'autre ne m'aurait donnée. Vous m'avez rendu ma carrière, ma dignité. Nous sommes partenaires dans cette affaire, Robert. Ce soir-là, Robert quitta le bureau à 18h, chose impensable autrefois. Il avait promis de dîner avec Isabelle, juste eux deux, sans téléphone, sans ordinateur, portable, sans distraction du travail. Quand il arriva au restaurant qu'elle avait choisi, il trouva sa fille qui l'attendait déjà, et le sourire qu'elle lui offrit valait plus que n'importe quel contrat de plusieurs millions. Pendant le dîner, Isabelle lui parla de l'école, de ses amis, du projet de science qu'elle développait. Robert écouta vraiment, posant des questions et montrant un intérêt sincère. À la fin de la soirée, quand il la déposa chez Marianne, Isabelle le serra fort dans ses bras. « Merci d'être présent, papa, murmura-t-elle. Merci de tenir ta promesse. » Robert retourna à son appartement le cœur léger. La route était encore longue. Le redressement judiciaire prendrait des mois, peut-être des années, pour être complètement achevé. Mais il ne marchait plus dans l'obscurité. Il y avait de la lumière au bout du tunnel et il avait des gens à ses côtés pour l'aider à y arriver. Un an après ce jour à la boulangerie Saint-Benoît, Robert organisa une petite célébration. Dubois BTP était officiellement sorti du redressement judiciaire, tous les créanciers payés, l'entreprise restructurée et à nouveau rentable. Mais plus important que les chiffres, Robert avait reconstruit sa vie personnelle. Isabelle était là, maintenant âgée de 15 ans et beaucoup plus proche de son père. Marianne vint également, accompagnée de son nouveau compagnon, un professeur d'histoire que Robert apprécia sincèrement. Il n'y avait pas d'amertume entre eux, juste un respect mutuel et la gratitude d'avoir réussi à maintenir une relation saine pour le bien de leur fille. Julie était radieuse, promue directrice financière à part entière, son histoire de rédemption devenant une source d'inspiration dans le secteur. Elle avait donné des conférences dans des universités sur l'éthique d'entreprise et les contrôles internes, transformant son passé douloureux en leçon pour les autres. Maître Chevalier et Frédéric étaient présents, ainsi que les équipes qui avaient travaillé au redressement. Et M. Benoît fut également invité, apportant un plateau de gougères qui, selon lui, étaient les mêmes que celles que Robert avait mangées ce matin fatidique. Robert demanda l'attention et leva son verre. Il y a exactement un an, j'étais assis dans une boulangerie, sur le point de commettre la plus grande erreur de ma vie. J'étais aveuglé par le désespoir, sourd aux signes d'espoir, et déterminé à détruire tout ce que j'avais construit. Il regarda Julie. Mais une personne qui n'avait rien à y gagner, qui servait des cafés pour survivre, a eu le courage de m'arrêter, de me montrer que j'avais tort. Et en faisant cela, elle n'a pas seulement sauvé une entreprise, elle a sauvé des centaines de familles qui dépendent des emplois que nous créons. Et elle m'a sauvé moi-même. Julie rougit mais sourit. Robert continua. J'ai appris que l'orgueil est dangereux, que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, et que les solutions ne viennent pas toujours des endroits que nous attendons. J'ai appris que les chiffres d'un bilan ne définissent pas le succès, mais que les relations que nous construisons, si. Il regarda Isabelle. Et j'ai appris qu'aucune réussite professionnelle ne vaut la peine de perdre les gens que nous aimons. Tout le monde applaudit. Isabelle essuya une larme, fière de son père. Marianne hocha la tête, reconnaissant la transformation sincère. Et Julie, la femme qui un an plus tôt servait des cafés parce que personne d'autre ne voulait l'embaucher, était maintenant là en tant que professionnelle respectée et amie chère. Quand la célébration se termina et que tout le monde fut parti, Robert resta seul un moment dans le bureau. Il regarda par les fenêtres la ville de Paris illuminée, dans la nuit. Combien d'autres personnes, à ce moment précis, étaient sur le point de commettre des erreurs irréversibles? Combien étaient aveuglés par le désespoir, la pression, la perte de perspective? Il prit son téléphone et envoya un message à Julie. « Merci pour tout, pas seulement pour l'entreprise, mais pour m'avoir rappelé qu'il vaut toujours la peine de vérifier les chiffres une deuxième fois, qu'il vaut toujours la peine de demander un deuxième avis, et qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap. » La réponse arriva rapidement. « Ce fut un plaisir, et merci de m'avoir donné la chance de recommencer. Parfois, nous avons besoin de quelqu'un qui croit en nous quand nous-mêmes n'y croyons plus. » Robert rangea son téléphone et sourit. Le voyage avait été difficile, presque impossible par moments. Mais à la fin, il avait trouvé non seulement le salut de son entreprise, mais la rédemption de sa vie. Et tout cela parce que,
À un moment crucial, il avait choisi d'écouter au lieu de signer, de questionner au lieu d'accepter, et de faire confiance à une étrangère qui allait devenir l'une des personnes les plus importantes de sa reconstruction. Dubois BTP recommença à croître, mais cette fois de manière durable et équilibrée. Robert ne travailla plus jamais le week-end, ne manqua plus jamais un dîner avec Isabelle, et ne prit plus jamais de décisions importantes sans une révision complète et minutieuse. Et sur le mur de son bureau, dans un cadre simple, il gardait une serviette en papier de la boulangerie Saint-Benoît, avec le logo délavé mais visible, lui rappelant où tout avait failli se terminer et où tout avait vraiment recommencé. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Robert et Julie a touché vos cœurs. C'est un rappel puissant que la rédemption est possible, que les secondes chances existent, et que parfois le salut vient des endroits les plus inattendus. Si ce récit a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur cette vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie, les défis que nous rencontrons et la force que nous découvrons lorsque nous nous y attendons le moins. Et dans les commentaires, nous voulons savoir, avez-vous déjà vécu un moment où quelqu'un d'inattendu a changé le cours de votre vie? Partagez votre histoire avec nous. Ne manquez pas nos prochains contenus, où nous continuerons d'explorer les rebondissements émouvants de la vie. À la prochaine histoire, et souvenez-vous toujours, il n'est jamais trop tard pour questionner, pour vérifier et pour recommencer.